Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on espère que tout va bien, que vous avez passé une belle journée. On est ravis de vous retrouver comme tous les jours de 17h à 19h. Ça va Philippe David ? Ça va très bien et vous Cécile ? Et vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour important et je voudrais vous demander un service. Encore ? Ah oui. Non, parce que souvent vous avez des propos sur moi, je le supporte plus, ces calembours sont insupportables. Et aujourd'hui c'est le dernier jour pour déclarer les impôts. Et j'aimerais bien, si vous voulez vraiment faire un geste pour vous racheter, vous me donnez votre RIB et je mets votre RIB à la place du mien sur ma déclaration. Vous pourriez faire ça ou pas ? Je crois qu'il est en train de tomber malade, non ? Je pense qu'il fait un AVC. Il y a un problème. On va appeler un médecin. Il va être débarqué le 6 juin, c'est logique. Vous voulez pas ? Françoise de Gaulle qui est généreuse va prendre leur lait. Franchement, sans aucun problème. Franchement, ça me ferait plaisir de vous faire ce plaisir, mais ce serait trop compliqué. Oh non, c'est très simple, vous me donnez le RIB, je m'en occupe. Laissez-moi réfléchir. Tiens, Philippe Bilger, pendant que vous y êtes, donnez le vôtre, le temps que je réfléchisse. En tout cas, merci. Buvez de l'eau. Merci. Non, faut plutôt demander à Françoise. Parce que non, mais moi je donne mon RIB sans problème, j'en ai rien à faire. une vraie femme de gauche. C'est vraiment. Allez, les enfants, on y va. Allez, on y va, parce qu'on a assez perdu de temps. 0826 300 300. Les vraies voix, c'est tous les jours jusqu'à 19h. Et on va démarrer, Philippe, par offrir un très joli cadeau. Oui. Alors écoutez bien, puisqu'on ouvre en ce moment cette émission tous les jours avec des cadeaux et on parle aux Jeux Olympiques. Vous aimez le sport, les Jeux Olympiques, ça tombe bien. Vous allez pouvoir avoir gagné 2 places à gagner pour l'épreuve de basket pour le match du 2 août à 21h au stade Pierre-Mauroy à Lille. Je répète, 2 places à gagner pour le stade Pierre-Mauroy à Lille. Vous aimez le basket, c'est pour vous. Et Dieu sait s'il y a de grandes équipes, il y a les Américains qui sont toujours les cadors du basket, mais les Français ont été très bons au dernier JO. Je rappelle que nos Bleus, chez les hommes, avaient fini sur la 2e marche du podium derrière les Américains et les Françaises avaient très bien avaient été 2e également, je crois. Et voilà, en tout cas c'est offert par Sud Radio et les collectifs handicap visuel. 0826 300 300. Philippe Bilger, un chiffre entre 0 et 10. 8e appel au standard, c'est pour vous. On vous prend à l'antenne, on vous chérit, on vous donne du bonheur et vous serez avec nous bien entendu. Allez, le sommaire de cette émission, on y va directement à 17h30. Le grand débat du jour. Il y a 80 ans, la Normandie était le théâtre de la plus vaste opération militaire de tous les temps. 150 000 soldats alliés débarquaient pour libérer la France et l'Europe du nazisme. Environ 10 000 d'entre eux ont péri le même jour, suivi de 37 000 autres au cours de la semaine suivante durant la bataille cruciale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui l'opinion publique serait capable d'accepter le sacrifice de milliers de jeunes comme lors des 2 conflits mondiaux ? Si demain la France était attaquée, croyez-vous que les Français s'uniraient pour combattre l'envahisseur ? Et à cette question, serait-on prêt aujourd'hui à défendre sa vie, à sacrifier sa vie pour défendre la France ? Eh bien, vous dites non à 83%. Vous voulez réagir ? Vous avez été militaire, vous êtes battu, je sais pas, de la guerre du Golfe, le Kosovo, le Tchad, le Mali, ou l'Afghanistan, venez témoigner au 0826 300 300. Et les coups de projecteur à 18h30. Joe Biden, Charles III, mais aussi l'Allemand Olaf Scholz, tous étaient réunis aujourd'hui pour cet anniversaire, commémoration alors que les périls montent, a dit le président Macron hier, référence aux guerres en Ukraine, au Proche-Orient, ou peut-être aussi allusion à la montée de l'extrême droite en Europe. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous, vous craignez un 3e conflit mondial avec le conflit en Ukraine qui se généraliserait ? Peut-on faire le parallèle avec la situation d'il y a 80 ou 90 ans ? Et à cette question, Macron a-t-il raison de parler de montée des périls ? Vous dites non à 90%, vous voulez réagir, encore et toujours, le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger, grâce à qui 2 auditeurs vont pouvoir remporter un très beau cadeau. Ça va Philippe Bilger ? Très bien. Les sujets vous plaisent ? Ah, je les trouve bons. Oui. Il a dit bon. Je n'ai même pas agité pour cette fois. Ah ouais. J'ai dit je les trouve bons. Bon, ok, parfait. On est content. Françoise de Gaulle, éditorialiste Sud Radio. Alors excusez-moi, elle se la joue Top Gun avec ses lunettes noires. Non, je me la joue si vous voulez Général Patton, si tu veux, voilà, ou Général Patonnette. C'est pas ou moi, j'aurais dit Vita Corleone, voyez. J'aurais dit Nicolas Sarkozy, moi. Ouais, non, mais soyez sympa, soyez aimable. Je préfère être comparé à Vito Corleone, si tu veux, qu'à Nicolas Sarkozy. On remarque, c'est presque pas le même pareil. genre. Comme Non, vous pas le même êtes. genre. Un autre playboy aujourd'hui avec nous, Luc Gras, politologue. Ça va le beau gosse ? je suis déstabilisé. Non, Parce qu'elle vous a dit beau gosse. non, d'être assis à côté de Johnny Hallyday.
Ah que coucou. Ah que coucou. Après, elle va vous dire que je t'aime. Hein. Mais je l'aime. Contrairement à d'autres dans ce studio, j'aime Luc Gras. Vous voyez, c'est pas. Vous voyez, quelle ambiance. Vous voyez de qui je veux parler, éventuellement. Les amis, puisque le téléphone sonne, dring, au 0826 300 300 avec Guy qui nous appelle de Céline qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Céline. Oui, bonsoir à tous. C'est pas Céline, c'est Cécile. Cécile. Ah bah bravo. Cécile comme Cécile. Non mais Cécile de Ménibus est unique, donc on va vous appeler Céline. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que je lis Cécile et tout le monde m'appelle Céline et je dis Céline, quelqu'un qui s'appelle Cécile. C'est quand même enfin bref, peu importe. C'est très clair. Non. Allongez-vous sur le divan, je crois qu'il faut qu'on en parle. Oui. C'est ça. J'aimerais tellement m'allonger sur un divan. Si vous avez Cécile, en tout cas, on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Bienvenue. Et de quoi parle-t-on dans un instant? Eh bien, des nouvelles pratiques pour les élections européennes. Eh bien, écoutez, vous ne bougez pas. En attendant, le répondeur 0826 300. Les gens se disent, mais elle a bu. Mais non, c'est ça le problème. Non, elle boit pas. C'est ça qui est terrible. C'est de l'eau. Allez, on y va. Bonjour Sud Radio, Guy Paris. Eh bien, je parlais de ces petites listes. Je crois qu'elles sont en train de faire un loupé, en fait, qui est de s'unir pour mettre en place ne serait-ce que 3 projets essentiels nécessaires pour la nation française et l'Europe. Ces petites listes devraient se réunir. Ah il faut faire un choix, il faut élire un tsar, comme ont fait les Russes il y a plusieurs siècles. Les barons se sont réunis, ils ont décidé d'élire un chef. Voilà, c'est dommage, c'est de l'énergie dépensée inutilement. Merci pour votre écoute. C'est vrai, quand on voit toutes ces petites listes, je vous prends un exemple. Asselineau, Philippot, ils veulent le Frexit, ils sont pas capables de faire une liste ensemble. Larouturou, il pourrait parfaitement être avec Glucksmann. Pourquoi expliquer cette inflation de listes? Les égos? Notre auditeur a raison, on en a d'ailleurs parlé hier. Il y avait dans les petits candidats, entre guillemets, au moins les 3 que vous citez qui auraient pu coaguler leurs pensées, et elles n'étaient pas médiocres. J'ai trouvé cette campagne d'une inégalité démocratique absolue, je le répète. Oui, ils font des listes séparées d'abord parce qu'il y a toujours la chance d'avoir un député européen et que ça c'est la logique de la proportionnelle. Et puis il faut jamais oublier que Florian Philippot, François Asselineau sont des gens qui sont très suivis, qui ont leur propre mouvement, qui ont leurs propres adhérents. Il y avait d'autres, hein. Mais comme d'autres, ils ont comme Lutte ouvrière. On se dit toujours pourquoi ils sont candidats. Mais oui, mais pourquoi ils sont candidats? Parce qu'ils ont leur propre mouvement, leurs propres adhérents, leurs propres cotisations. Tout ça, c'est aussi beaucoup d'argent, donc ils ont besoin d'être là politiquement. Un mot, Luc Gras. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un moment pour exister, ne serait-ce que médiatiquement, même s'ils sont peu reçus sur les plateaux. Au niveau des sondages, ils étaient de toute manière très bas au départ. Et même en s'additionnant... Aujourd'hui, ils sont 1 et 1. Oui, mais même en s'additionnant, ça faisait pas 1 et 1. Et donc, c'était une opportunité médiatique de se faire mieux connaître. Allez, on retourne au standard avec Cécile que nous accueillons, bien entendu, de Bordeaux. Elle est comme moi, elle est noble, Cécile de Bordeaux. Cécile. Vous nous direz où se trouve Ménibus sur la carte. Le Ménibus... À côté du car. Si vous le saviez, il y a un Ménibus, il y a un village qui porte le nom de notre famille. En Normandie. À côté d'un village ou un hameau? Le Meisnilbus. Non, mais un village, on s'en fout. Je vous montrerai sur la carte. Vous voulez revenir, Cécile, sur les pratiques pendant les élections européennes qui vous agacent visiblement? Eh bien, écoutez, c'est pas ma nature de m'énerver comme ça, mais vraiment, j'ai été désagréablement surprise tout à l'heure de recevoir un SMS. D'abord, en en-tête, il y avait marqué Marion. Donc, au départ, je me dis, tiens, Marion, j'en ai dans mon répertoire, mais c'est étrange. Donc c'est dimanche, voter pour stopper, alors c'est Marion Maréchal, dimanche, voter pour stopper l'immigration, l'insécurité, l'assistanat et l'enfer fiscal. Donc ma vidéo avec un lien, j'ai pas regardé bien sûr, mais en fait je me suis sentie... c'est pas agressé, mais enfin je me dis quand même c'est incroyable quoi. Enfin d'où t'as mes coordonnées, enfin d'où comment ça se fait, comment c'est possible. Une sorte d'ingérence dans la vie privée quoi, c'est ça. Ah oui, non, c'est vrai. Je me suis sentie comme ça en me disant mais c'est un ami qui m'envoie un SMS, c'est pas quelqu'un que je connais pas. Avec plus dont je partage pas des idées politiques, mais ça c'est une parenthèse. Donc j'ai vraiment ça m'a déstabilisée sur le moment, tellement que c'est si bien qu'en fait j'ai vérifié, moi j'en ai reçu un aux dernières municipales dans une ville où je ne votais pas. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est choquant selon vous aussi? Oui.
que chaque candidat envoie à un électeur, mais le choquant, c'est en effet, comme le dit très bien Céline ou Cécile. J'ai compris, enfin. Eh bien, c'est coordonné. Elle a raison, absolument, Cécile, c'est extrêmement intrusif. Moi, j'en avais reçu pendant la campagne présidentielle, c'est quand même à se taper les fesses par terre, c'était Marine Le Pen. Mais je voulais dire, parce qu'en France, on est très préservé, et il faut garder cette préservation. Quand vous allez en Italie, vous avez des panneaux publicitaires, par exemple, pour vanter les candidats. Donc nous, on n'est pas là-dedans. Luc Gras. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et donc, il n'y a pas de législation qui interdise ça. Et donc, c'est ça qui est important. C'est par exemple pour les boîtes aux lettres, si vous mettez dessus « je refuse », pas de prospectus, là, vous tombez dans l'illégalité. Mais à partir du moment où il n'y a pas de règles qui l'interdisent, c'est agressif, mais légal. Mais visiblement, c'est contre-productif, en tout cas, parce que ça énerve ceux qui n'y croient pas. En tout cas, Cécile, vous êtes notre vraie voix du jour. Elle est ravie de vous. Bah oui, c'est une Cécile, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai. C'est un peu une mère tape dure. Vous êtes mère tape dure comme ce qu'on a en studio, Cécile, dites-nous. Parce que... Est-ce que je peux mettre mon joker? Elle est excellente. Allez, vous restez avec nous, vous bougez pas, Cécile de Bordeaux. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, et ce sera le réquisitoire du procureur. Et on parle de quoi, Philippe Bilger? Le futur des Républicains. Ah, très bien. Allez, à tout de suite. Soyez les bienvenus. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi 6 juin, date importante, très importante pour cette actualité sur les 80 ans. C'était la Normandie, le théâtre de vastes opérations militaires de tous les temps. Vous le savez, on va en parler bien sûr pendant toute cette émission avec Félix Mathieu dans quelques instants sur les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on, Félix? Ils sont pas très originaux, ces 3 mots. Débarquement de Normandie. D'accord. Avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Luc Gras. Soyez les bienvenus, 0826 300 300 tout de suite. Les Républicains, 2 salles, 2 ambiances. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est votre réquisitoire, monsieur le procureur. Toutes les listes attendent évidemment avec impatience les résultats du 9 juin, mais on entend beaucoup dire que les Républicains vont se cliver après le 9 juin. Alors, évidemment, le résultat de François-Xavier Bellamy, dont je répète qu'il fait une excellente campagne, mais ça ne garantit pas un grand score, sera important. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est, il faut que j'aille vite, je le sais, c'est que dans les Républicains d'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent rejoindre le macronisme en prétendant que c'est la seule manière de ne pas disparaître. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est une manière de faire disparaître la droite à laquelle ils tiennent et à laquelle une majorité est attachée. Et évidemment, il y a ceux qui resteront. Mais bon, on verra. Il y aura des mouvements, mais j'espère qu'ils seront bons. Le baiser qui tue? Oui, après, François-Xavier Bellamy, son enjeu à lui, c'est de ne pas être dépassé par Marion Maréchal. Et de ce que je vois des sondages aujourd'hui, il a réussi ce pari. Et moi, je suis d'accord avec Philippe. Je pense que les Républicains, leur seule voie de sortie, c'est la rupture véritablement, et avec le macronisme et avec le Rassemblement national et Éric Zemmour. Il faut arrêter de courir après les deux. Il faut construire la droite populaire. Chacun s'accorde à reconnaître, quelle que soit sa sensibilité, que François-Xavier Bellamy a fait une bonne campagne. Absolument. Malheureusement, il a quand même sur sa liste, c'est dommage qu'il n'ait pas pu l'éviter, des crocodiles anciens. Et c'est vrai qu'en termes stratégiques, sous la Ve République, pour exister, il faut aller à la présidentielle. Pour aller à la présidentielle, faut pas se commuer avec les macronistes. Allez, tout de suite, les 3 mots de l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont débarquement de Normandie. Une journée de commémoration 80 ans après le jour J. Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats alliés qui ont libéré la France et l'Europe du nazisme. Le roi Charles III a eu une pensée aussi pour les pertes civiles de la résistance et la résistance française. De son côté, Joe Biden a clairement évoqué l'actualité. L'Ukraine a été elle aussi envahie par un tyran obsédé par la domination, déclare le président des États-Unis. D'ailleurs, justement, Volodymyr Zelensky a été très applaudi lors de ces commémorations en Normandie. Les vraies voix Sud Radio. Nobody here in France, in Normandy, can forget their sacrifice
and your sacrifice. Personne ici en France et en Normandie ne peut oublier leur sacrifice et votre sacrifice, a lancé Emmanuel Macron tout à l'heure devant les vétérans du débarquement. Hommage aux vétérans, hommage aussi à ceux qui ont laissé leur vie en Normandie il y a 80 ans. Ces humbles tombes blanches qui sont juste là, à portée de main derrière vous, sont un des lieux les plus émouvants de France. On y sent vibrer l'histoire, l'héroïsme des morts,
juin. 2,10 € d'éco-participation. Conditions boulanger.com. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile Doménibus. Dans une présidentielle. Comme chaque jour, on est ravis de vous accueillir. Comme chaque jour, Françoise de Gois oublie qu'elle a un micro. Mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui fais ça, c'est d'habitude c'est Philippe Bilger. Là, je suis provoqué autour de cette table. Vous comprenez ça, c'est bien à la gauche de remettre sur le dos des autres. Je suis provoqué autour de cette table, je suis obligé de me défendre. Mon petit chat. En tout cas, merci de nous accueillir tous les jours. Philippe Bilger, Françoise de Gois et Luc Gras sont avec nous. Et ce numéro 0826 300 300, la question: seriez-vous prêt aujourd'hui à sacrifier votre vie pour défendre la France? C'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le débarquement. Le 6 juin 1944. Et j'arrive. Vous savez que qui ose gagne. Parce que si demain la France était attaquée, il devrait faire la même chose que nous. C'est absolument impossible. Si Biden lui dit no way quand ils vont se rencontrer, c'est un risque majeur. Fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Ils n'ont pas la même éducation, mais je pense que le réflexe du Français qu'on attaque et quand on a peur pour sa famille, on va au combat. Il y a 80 ans se déroulait donc la plus grande opération militaire de l'histoire. 150 000 soldats alliés débarquaient en Normandie pour libérer la France et l'Europe du nazisme. Environ 10 000 personnes donc allaient y laisser leur vie le jour même, puis 37 000 la semaine suivante dans une bataille de Normandie. Oui, alors parlons vrai. Imagineriez-vous notre jeunesse partir au combat pour lutter contre un agresseur? Est-ce que les exemples des héros du passé sont assez valorisés aujourd'hui? Serait-on prêt aujourd'hui à sacrifier sa vie pour défendre la France? Eh bien, vous dites non à 83% sur Twitter. Vous avez mis votre peau en jeu pour la France. Vous avez fait une OPEX, vous avez été militaire. Venez témoigner. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur de ce livre, Ce qui nous attend, aux éditions Robert Laffont. Général, merci d'avoir accepté notre invitation. Petit tour de table avec Philippe Bilger déjà. Alors, 3 idées très rapides. D'abord, évidemment, de manière très banale mais évidente, j'ai la plus grande admiration pour ces gens qui, sans aucune hésitation, ont suivi leur conception de l'honneur et le sens de leur mission. Deuxième idée, c'est que, bien sûr, j'aimerais pouvoir dire que dans les mêmes circonstances, j'agirais de la même manière, alors que ce serait absurde de ma part. Je ne veux pas appartenir à la catégorie des héros rétrospectifs. Je ne sais absolument pas ce que je ferais. Ce que je voudrais au moins, c'est ne pas ajouter au malheur du monde et amplifier le mal des autres. Et dernier élément, et pardon de profaner cette excellente interrogation, quand on n'a pas le choix d'une résistance héroïque, je pense que la vie d'aujourd'hui propose tout de même aux êtres qui veulent être dignes d'une certaine notion du courage, une multitude de petites résistances qui n'ont rien à voir avec, évidemment, avec celle où la mort est au bout, mais qui ne sont pas négligeables. Françoise de Gois. Moi, je suis certaine, absolument, que je connais mon tempérament, et puis je connais ma lignée, mon histoire et l'histoire de ma famille, donc ce serait quasiment de famille. Je suis certaine que je rentrerai dans la résistance, et je suis en plus certaine que j'aborde évidemment l'extrême droite, mais je suis absolument certaine que si je me retrouvais dans un maquis, eh bien, je n'aurais aucun problème à tirer des cartouches contre l'envahisseur avec et des gens d'extrême droite, voire de la gauche extrême que j'aborde dans leur attitude en ce moment. Je le ferai, si vous voulez, parce que, et je suis sûr que j'écoutais ce que disait Dominique Trinquant avant la pub. Oui, je crois que les héros se révèlent et c'est même pas une question d'héros. Par contre, le dernier point, j'ai revu Il faut sauver le soldat Ryan, qui bien sûr est reprojeté. Vous avez vu à l'occasion des 80. Eh bien, là, je n'aurai par contre aucun courage d'être la première vague des barges et de me jeter dans la flotte jusqu'aux hanches et de ramper pour avec attaquer les mitrailleuses qui vous tirent dessus. Voilà, ça, je pense que je suis incapable de faire une chose pareille. Luc Gras. Moi, je suis assez effrayé par ce résultat. Je pensais que 100% des Français étaient prêts à défendre leur patrie par amour de la France. Donc je suis assez effrayé. Twitter, là, c'est 83%. Bon, ce sont les auditeurs. Bon, premier point, j'analyse ça en me disant qu'on est dans une forme de société un peu de la confusion, de la mollesse, on confond un peu tout. Là, la question était très claire. C'était défendre la France. On parle pas de l'Ukraine, on parle pas de la Russie, on parle pas des États-Unis, on parle de défendre la France. 83%
50% des personnes sont pas prêtes à défendre la France. Peut-être qu'elles pensent que le peuple, les gens en général ne seraient pas prêts. Oui, mais bon, il faut arrêter. Alors, moi, je pense que les Français, c'est pas une bande de lâches. Pardon, excusez-moi. Merci. Pour garder quand même une petite note d'optimisme, je pense que il y a une distance entre la situation quand on est dans le réel et les annonces comme ça. Et finalement, il y a une forme d'honnêteté de dire que dans l'absolu, on n'est pas prêt à faire la guerre. Mais quand on est dans la situation, je pense qu'il y aura plus que 17% de Français qui seront prêts à défendre le pays. Il y en a une autre qui est prête, je suis sûr, c'est Minibus qui se poserait pas de questions. Ça me paraît évident. Après, sérieusement, mais on a le droit. Si on a le droit, on peut le dire. Si on peut le dire. Si Philippe. Tu vois, c'est ça la différence. Moi, là où je suis pas d'accord avec vous, moi je pense qu'on peut le dire. Voilà. Moi je vous dis qu'on peut le dire. Mon général, s'il vous plaît. Je suis sûr de moi. On a avec nous le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur du livre Ceux qui nous attendent, aux éditions Robert Laffont. Mon général, je vais utiliser un terme militaire, vous avez été au baroud. Est-ce que parfois, ceux qui ont été les plus héroïques au combat sont ceux de qui on en attendait le moins, par exemple ? Écoutez, lors de l'introduction, je disais bien que c'était les événements qui révélaient les héros. Je suis assez navré du résultat de vos auditeurs et qui n'en reflètent absolument pas la vérité. Les Français, malgré tout ce qu'on en dit, se sont remarquablement battus en 1940. Il y avait beaucoup de résistants. Bravo. Il y avait des forces françaises qui ont débarqué en Normandie, qui ont débarqué en Italie, qui ont débarqué également en Provence. Et je crois que les événements font que tout le monde se lève pour défendre son pays. Vous savez, j'ai une pensée particulière. Le 6 juin 1944, mes deux grands-pères avaient été arrêtés, l'un envoyé à Auschwitz, l'autre dans les prisons allemandes. Deux de mes oncles étaient morts. Et ils n'étaient pas seuls. Mon grand-père me disait toujours, qui était revenu d'Auschwitz, tu sais, quand ton pays est envahi, tu n'as pas le choix, tu te lèves et tu combats. Eh bien, je pense que beaucoup de jeunes Français feraient la même chose aujourd'hui. Alors, je suis persuadé. Juste un petit mot justement sur la perception de la guerre, puisqu'on a posé une question à des jeunes qui ont répondu, et le résultat, c'est les jeunes sont prêts à combattre, mais valorisent d'abord les capacités cognitives et intellectuelles plus que la qualité physique. Donc, ils sont prêts à se battre stratégiquement. Voilà, exactement. C'est intéressant. C'est peut-être là où la différence aujourd'hui, générale. Écoutez, je crois que dans le combat, il faut des deux. Il faut du courage physique, il faut de l'intelligence, et chacun a son rôle là où il est placé dans le combat. Moi, je voulais dire de Dominique Trinquant, c'est très émouvant ce que vous dites. Moi, mon grand-oncle était à Dachau parce qu'il était résistant, il en est revenu, donc il n'était pas dans les camps d'extermination. Mais je veux dire par là que, effectivement, cette image, merci de changer cette image permanente du Français lâche et de haut bombeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas eu que des résistants de l'A45e heure, il y a eu des gens, et les résistants ne sont pas tous Jean Moulin. Il y a des personnes très ordinaires qui ont caché pendant 2 nuits des enfants juifs pour les aider à passer une rivière. Vous allez à Yad Vashem à Jérusalem, vous voyez des gens complètement ordinaires qui ont été des héros même d'une journée. On n'est pas tous obligés d'être Jean Moulin, mais je suis sûr qu'à un moment donné, on est capable d'être un saboteur de train, on est capable d'être un petit télégraphiste pour faire passer des messages à la résistance en vélo. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc merci de redresser cette image-là. Général Trinquant. Pardon. Oui, mon général, je regrette d'introduire peut-être un peu de mélancolie et de lâcheté dans cet univers de l'égoïsme, de l'héroïsme virtuel, mais en parlant des gens qui aujourd'hui rencontreraient des dangers gravissimes, je ne suis pas persuadé que naturellement on puisse dire je les affronterai. J'ai toujours détesté les témérités verbales, et je ne nie pas que des tempéraments seraient prêts à cela, mais je pense que l'humanité aujourd'hui n'est plus celle qui à partir de quelques exemples illustres, nous a donné des exemples. Général mélancolie. Écoutez, permettez-moi de ne pas partager ce point de vue. Alors évidemment, de la part d'un militaire qui s'est engagé depuis le départ, la question ne se pose pas. Mais de la part des citoyens, vous savez, ceux qui ont combattu en 39-40, et qui ont eu un taux de mort incroyable, eh bien, ce sont des gens qui se sont battus malgré la défaite, malgré tout ce qui les emportait, et ils se battaient jusqu'au bout.
Et donc, je répète, ce sont les événements qui vous placent devant le devoir que vous avez à accomplir. Luc Gras. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est les événements. Et en plus, par contre, ce qui est intéressant dans cette interrogation, dans ce questionnement, c'est qu'en tout cas, notre pays, son opinion publique ne semble pas prêt. Imaginez que vous posiez cette question il y a quelques années, avant les derniers événements dans le monde. Jamais on serait intéressé à une question pareille. Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour votre pays? On se posait même plus la question. On était dans une ère de paix après 45. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que les états d'esprit sont pas prêts. Donc, je trouve qu'il faut prendre en considération ce que dit Philippe et aussi ce que dit Françoise, parce que c'est deux sensibilités et malheureusement et heureusement, on n'est pas confronté à cela. Seul le réel nous donnerait une réponse à cette question. Mais mon général, est-ce que l'opinion publique serait prête, vous avez été un peu sur les terrains un peu partout dans le monde, est-ce que l'opinion publique serait prête à sacrifier, par exemple, on se rappelle, je vais changer de conflit mondial, le 22 août 14, le jour le plus meurtrier de l'histoire de France, 27 000 jeunes qui sont tués au front, est-ce qu'aujourd'hui une opinion publique française serait capable d'accepter ça ? Alors, puisque vous parlez d'opinion publique, je voudrais vous rappeler un petit peu notre histoire. En 1938, tous les Français étaient considérés comme des pacifistes. Quand il y a eu les accords de Munich, le président du Conseil à l'époque qui a été applaudi, a dit je me souviens plus, les cons. Les cons, s'ils savaient ce qu'ils avaient en 39 et en 39, mobilisés, et en 40, ils se sont battus. Les mêmes, exactement les mêmes. Donc, si vous voulez, encore une fois, je me répète, pardonnez-moi, mais ce sont les événements. Vous savez, quand c'est loin tout ça, qu'il n'y a pas de risque, le choix c'est entre boire une bière ou un rosé le soir, c'est sûr qu'on n'a pas ces problèmes-là. Mais lorsqu'on se trouve face à l'événement, face au risque, et il est important que les gens le réalisent avant, s'y préparent avant, parce qu'il faut mieux être préparé. J'ai eu la chance d'être avec des maquisards, parce que mon parrain de promotion, le lieutenant Vartenay, est mort le 11 avril 44, massacré dans l'Ain. Et les jeunes que je rencontrais, enfin qui étaient jeunes à l'époque, qui me disaient, moi j'étais jeune lieutenant, ils me disaient, mais mon lieutenant, on avait besoin d'être formé, on n'y connaissait rien. Et on avait besoin d'être encadré, mais nous on voulait défendre notre pays. Et vous voyez, cette dame qui est là, elle a porté les messages. Ce monsieur qui est là, il cachait du fromage pour pouvoir le donner. Chacun avait son rôle à jouer. Génial. Voilà. Selon les chiffres du World Value Survey, les Pays-Bas, c'est 36% qui seraient prêts à se battre pour leur pays. L'Allemagne, c'est 40%. La France, 58%. L'Inde, 80%. Vachement fort. Une réaction Général, une réaction de Cécile de Bordeaux qui est avec nous. Cécile. Oui, merci de me donner la parole. Je sais que mon temps est compté, mais je voudrais partager un petit moment avec vous de mon grand-père qui est décédé le 10 mai et qui aurait eu 100 ans au mois de juillet et qui écrivait à 17 ans, maintenant qu'un régime AI vient s'implanter en intrus sur notre pays, nous prouverons s'il le faut que nous n'avons pas démérité de nos ancêtres de 1789. Wow. Oui, la vraie République refleurira bientôt, édifiée de sang et de sacrifices s'il le faut. La jeunesse française reprendra un nouvel essor vers l'amour de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ah, c'est fort, c'est très joli, bravo. Voilà, il avait 17 ans en fait. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans et je voudrais lui rendre hommage. Donc il s'appelait Pierre Delpech. Il est donc décédé le 10 mai, comme beaucoup d'illustres inconnus. Oui. Il n'a pas voulu être décoré de la Légion d'honneur parce qu'il nous a dit qu'il n'avait fait que ce qui semblait être juste, que son devoir. Et je suis admirative parce qu'il porte des valeurs finalement que notre société a perdu, de respect, d'implication. Et moi qui ai vécu un petit peu à l'étranger, quand je suis allée inscrire mes enfants au consulat et quand je suis rentrée au consulat, donc dans mon territoire, j'étais fière de mon pays, fière d'être française, fière des valeurs qu'on porte. Et je suis reconnaissante à jamais de toutes ces valeurs qui nous ont été transmises et de tous ces sacrifices-là. Eh ben, Général, quand vous entendez ça, ça va dans votre sens, forcément. Oui, mais je crois que c'est plus profondément ancré dans les Français qu'on le pense. Et lorsque vous discutez avec beaucoup de jeunes, vous vous apercevez que finalement, les choses n'ont pas changé. Et je le répète, évidemment, personne n'a envie d'aller à la guerre. Et je voudrais qu'on arrête de dire
aller se sacrifier, aller mourir. On ne fait pas ça. On va combattre et on va gagner. C'est fort, oui. En plus, je pense que les jeunes... On peut rentrer vivant aussi. On peut rentrer vivant. Les jeunes peuvent aussi faire les guerres hybrides. On peut hacker des missiles. On peut faire la guerre différemment. C'est surtout ça aussi qui est très intéressant. En tout cas, commettre des actes de résistance beaucoup plus facilement probablement qu'avec des pains de plastique pour faire sauter des trains. Ça me paraît compliqué. Moi, je me ferais sauter la main, mais j'essaierai quand même. J'ai une question quand même. La question la plus importante pour moi, est-ce que vous pensez vraiment que nous sommes dans une logique de 1938, pas pacifiste, mais de réarmement? Est-ce qu'une troisième guerre mondiale vous semble inéluctable, général? D'abord, elle n'est pas inéluctable. Si tu veux, la paix prépare la guerre. Il faut s'y préparer, il faut être fort, et c'est comme ça qu'on l'évitera. D'accord. Donc vous pensez que Emmanuel Macron, avec l'ambiguïté stratégique par exemple, a la bonne stratégie justement, et avec la décision aussi de Biden de permettre aux missiles américains de taper des installations militaires, vous pensez que c'est ça la bonne stratégie? Oui, nous avons mis 2 ans et demi à réaliser que Poutine ne s'arrêterait pas et qu'il faut absolument lui opposer la force parce qu'il ne connaît que ça. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur de ce livre, Ce qui nous attend aux éditions Robert Laffont. Merci de nous avoir accordé votre temps précieux, surtout en cette journée. Vous restez avec nous. Philippe Bilger, Françoise Degois, Luc Gras et Cécile. Elle va être forte. Qui va gagner. Pour le qui c'est qui l'a dit. De toute façon, si elle gagne pas, c'est que je vais peut-être tricher avec Cécile. Je sais pas. Ça changerait pas beaucoup. Non, mais je réfléchis. Ça changerait pas beaucoup. Oh, écoutez, arrêtez, Philippe. Vous avez des preuves? Vous avez aucune preuve? Oui, Alors, avec Philippe Bilger, les connivents. Allez, on fait. Au moins, elle changerait de favori. Allez, une petite pause. Ikea Family. Voir conditions sur Ikea.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Voilà, les vraies voix Sud Radio, on est ravis de vous accueillir avec Philippe David. Mon cher Philippe David, comment allez-vous? Avant le qui c'est qui l'a dit, on sait que ça va pas être pacifique du tout. Non, ça c'est quand même une certitude. Alors on va, comme quand vous montez dans un avion, on va vous donner des consignes de sécurité. Alors vous allez vous asseoir, voilà, vous allez réduire le son, parce que même à 0 vous allez entendre comme si c'était 10. Et puis vous allez vous nourrir de patience, puisque vous n'entendrez que de la mauvaise foi. Allez, bienvenue dans le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et notre candidate, on espère, gagnante, Cécile est avec nous de Bordeaux. Cécile, vous connaissez le principe du jeu, vous répondez en premier, vous avez à peu près 5 secondes. Je dis bien, je vais tenter de régler le chronomètre sur les 5 secondes, parce que derrière ça va envoyer du lourd, hein, quand même. Oui, c'est un peu le D-Day du quiz de l'actu. Alors, allez, on y va. Question, qui c'est qui l'a dit, Cécile? C'est 2 points. Gabriel Attal a été contraint par la présidente de Radio France à passer sur le plateau lors d'une interview de Valérie Ayé. Je sais. Rachida Dati. Bonne réponse de Cécile qui marque 2 points. On sent Attends, on s'emballe pas là parce que c'est là juste la première. Hein, donc, oui, alors Cécile, qui c'est qui a répondu à Rachida Dati pour 3 points? Ça les déstabilise. Madame la ministre de la Culture, je suis assez inquiet d'apprendre que le Premier ministre ait pu être victime à Radio France d'une forme de kidnapping dont nous n'aurions pas été au courant. Je l'ai vu. Cécile. Je l'ai marqué, c'est drôle. C'est drôle. Alors, c'est assez drôle. On va tenter Dupond-Moretti. Non. David, c'est pas David, c'est pas des Insoumis. Non. C'est au Sénat. C'est un communiste. Un ex de la mairie. C'est pas. C'est Yann Brossard. Bonne réponse de Françoise Degois. Avec elle. Devenu sénateur PCF. Voilà. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. À Rachida Dati, décidément. Ce qui me frappe, c'est d'entendre des hommes comme François-Xavier Bellamy ou Jordan Bardella de donner des leçons de sexisme. Alors c'est moi qui ai fait une faute de copier-coller, c'est pas Rachida Dati. Qui c'est qui l'a dit? Il y a eu une inversion avec la question. Qui c'est qui l'a dit? Donc si qui c'est qui l'a dit, ce qui me frappe, c'est d'entendre des hommes comme Bellamy ou Bardella donner des leçons de sexisme. Est-ce que ça pourrait pas être Rachida Dati? Non. Sandrine Rousseau? Non, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Bompard? Non. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, Philippe David. Retailleau. Marlex. Ciotti. Non. Marlex. C'est fini. Gabriel Attal. Mais il
l'ont dit aussi. Le gars. Oui, mais ils ont dit bonjour, au revoir, merci aussi hier, aujourd'hui et demain. Allez-y. Non, je peux vous retrouver. Ah, bien sûr. Ah, mais moi, je vous retrouve tout. Bien sûr. Ça, c'est vraiment la bonne foi du procureur. Je pourrais discuter. Ouais, discuter. Mais toi, vous pouvez discuter de tout. Allez. Qui c'est qui l'a dit? On perd du temps. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Il était évidemment difficile d'imaginer que Vladimir Poutine se tienne, dans le contexte actuel, à côté du président Volodymyr Zelensky. Bon. Cécile. Emmanuel Macron. Non. Stéphane Séjourné. Non. Gabriel Attal. Ah bon, c'est pas le même bord. Une tête de liste. Ah bah c'est Griezmann. Manon Aubry, Bellamy, Jordan Bardella. Bonne réponse de Françoise Degois. Vous avez Elle est vive. Elle a ses infos. Mais s'il vous plaît, je crois que Cécile avait dit Bardella en même temps que Françoise Degois dans le casque. Absolument. On met Cécile. 2 points à Cécile aussi. Bon, oui, c'est normal, c'est logique. Question. Oui. Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand il y a égalité. S'il vous plaît. Vous êtes quand même, vous parlez tous en même temps, donc c'est pas forcément évident. Ouais. Bon, comment elle vous a calmé là. Elle a raison, elle a raison. Bravo, Cécile. Bravo Cécile, elle est trop forte. Vous avez raison, vous avez plus de points que moi même. Allez, 3 points. Nous sommes fiers d'être une droite debout qui n'a jamais cédé, Non, c'est vacillé, facile. négocié. Cette droite, elle peut nous regarder dans les yeux. Facile. Ciotti. Bonne réponse de Cécile. Éric Ciotti. Ciotti. Vous l'avez pris, hein. Qui c'est qui l'a dit Elle est à 3 excellente. points? Certains pays ont essayé l'extrême droite en Europe, ça n'a même pas duré un mandat. Cécile. C'est une femme. Ah, moi je sais. Oui. Alors là, aucune idée. Marine, Bonne réponse. Marine Le Pen. Non, Valérie ah non. Hayé. Non. Hayé. Non. Aïe. Aubry. C'est Non. une marine. C'est une marine. Marine Tondelier. Bonne réponse. Elle a été plus rapide que vous. Allez, on n'en allez. parlait plus depuis longtemps. Allez, la dernière d'Air. 1 point. 0, nous. Dans le domaine des leçons sur comment gagner une élection présidentielle, je ne suis pas sûr qu'Éric Zemmour soit le mieux placé. Cécile. Pardon. Attal. Non. Marion Maréchal. Non. Ah bah, c'est Bardella. Éric Zemmour. Le Pen. Oui, Marine Le Pen. 1 point pour Luc Gras. Allez, les chiffres. Les chiffres. Bon, écoutez, Françoise Degois, 8 points. Cécile, 7 points. Luc Gras, 1 point. Philippe Bilger, la tête à Toto. Bravo. Cécile, bravo. Cécile. Bah, c'est moi qui ai gagné, mais bravo quand même. D'1 point. Hein. Oh, bravo. Ouais, Ma elle a chère été très forte. Cécile, vous reviendrez, j'espère. Ouais. Avec plaisir. C'était En un tout vrai cas, plaisir. je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Et c'est un plaisir de vous entendre débattre et d'être aussi indiscipliné d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous faites comme boulot, Cécile? Vous êtes flic ou institutrice? Non. Elle est commandante, non. comme moi. Non. Elle est entrepreneur. Ah, très bien. Voilà, elle a deux poignes. Voilà, Et puis c'est ça. on débat comme des Gaulois Oui, réfractaires dans c'est tous les ça, sens. les Cécile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cécile, on vous fait des gros bisous. Merci On vous en tout embrasse. cas d'avoir Merci participé beaucoup. à cette émission. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Dans un instant, dans quelques minutes surtout, le tour de table de l'actu avec nos vraies voix. Et on parle de quoi avec Philippe Bilger? 2 belles et terrifiantes tragédies. Françoise Degois. Une fin de campagne chaotique, crade, il est temps que ça s'arrête. Luc Gras. Comment sortir du mal-être dans notre société? Ah là, voilà. Il y en aura pour tout le monde. 0826 300 300. Ça va être Les vraies voix, vous pouvez commenter un petit peu partout sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez vous appeler dans le sud-ouest, voire sur le Var. Merci beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, bienvenue sur Sud Radio, cette radio qui vous ressemble forcément, qui parle de vous et sur laquelle vous pouvez vous exprimer librement, 0826 300 300. Autant on tient Philippe David parce qu'il peut dire n'importe quoi, mais Venant de vous, c'est un compliment. autant vous, pas de problème. Donc on vous attend, bien entendu. Avant d'être des vraies voix, ils ont appelé au standard aussi, Philippe Bilger. Oui. Absolument. Françoise Degois, c'est pareil, c'était une auditrice. Ah, tu t'en voilà. souviens, mais j'étais Bien dans ma sûr. ferme du C'est Périgord, fou, c'est c'était fou, c'est fou. extraordinaire. Luc Gras aussi, à l'époque, il était au téléphone. Vous n'aviez pas le téléphone d'ailleurs à l'époque. Oui. Non, c'est vrai. Parce que vous ne l'aviez télévision. pas payé. Vous étiez en PCB, je me souviens très bien. Et en Lucas. Minitel, vous vous souvenez, il avait Oui. envoyé son message. Ouais. Et on écoutait sur un poste à galène, alors voyez un peu si c'est vieux. Allez, on y va tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio. Pas du tout. Non. C'est Philippe, David. Oui, et c'est pas un coup de gueule ce soir. Faites dire n'importe quoi. C'est bien ça. J'ai même pas besoin de vous aider. C'est un coup de cœur, puisqu'à la Cité de l'Histoire, on peut voir à partir d'aujourd'hui le débarquement dans une ellipse à 360 degrés, en fusionnant images d'archives, son et émotions. Nous sommes en compagnie de François Nicolas, le président d'Amaclio Productions, qui avait déjà fait Éternel Notre-Dame, un spectacle fabuleux en réalité virtuelle. Racontez-nous, François Nicolas, comment est le débarquement en 360 degrés. Bonsoir. Bonsoir aux vraies voix. Bonsoir à Philippe, à Cécile, etc. Voilà, donc merci beaucoup. Etc. vous remercie. Voilà, etc. vous remercie. Il voulait pas vous citer, c'est pour ça. Mais je suis au téléphone et je n'ai pas. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà, donc j'espère que vous le prendrez pas mal. Non, pas du tout. Non, merci beaucoup de me donner la parole. C'est un jour extraordinaire que nous vivons. C'est un jour extraordinaire, il faut que tous les Français s'en rendent compte. Ça fait, nous, des mois et des mois qu'on prépare ce jour à la Cité de l'Histoire pour que tous les Français et bien évidemment tous les touristes puissent vivre cette immense émotion qu'a eu le peuple français à ce moment-là de voir les Alliés débarquer. C'était il y a 80 ans, il faut pas y avoir d'analogie avec aujourd'hui, mais c'est un moment absolument extraordinaire que la France a vécu et que même le monde a vécu. Et effectivement, comme disait votre intervenant tout à l'heure que j'ai pu écouter, c'était un tournant dans l'histoire du monde libre. Alors, ce spectacle à 360 degrés, comment est-ce qu'il se... Alors, c'est une ellipse, expliquez-nous. Alors, toute la Cité de l'Histoire est thématisée. Quand vous rentrez, vous avez des véhicules militaires, notamment cette fameuse Jeep que tout le monde connaît. La Jeep Willys. Et puis, voilà, et vous continuez, la Jeep Willys, vous continuez dans la Cité de l'Histoire. Vous aurez pour les enfants et pour les familles une immense exposition Lego où les plages du débarquement sont reproduites en Lego. C'est extraordinaire. Avec plein d'ateliers pour les enfants. Et puis si vous continuez encore dans cette cité, vous tombez sur l'ellipse qui peut accueillir à peu près 250 personnes en simultané. Et là, nous avons 20 minutes pour vous faire revivre sur les plages du débarquement tout le débarquement qui a eu lieu, donc c'est-à-dire 155 000 hommes qui sont arrivés en une matinée sur ces plages, sur ces 5 plages du débarquement. C'est absolument époustouflant et nous avons énormément travaillé sur les images d'archives, donc il y en a beaucoup qui n'ont quasiment jamais été vues. On est allé aux États-Unis en chercher, etc. Ça veut dire qu'on est presque acteur plutôt que spectateur. On est pris complètement dans ce débarquement. Voilà, c'est une immersion totale. C'est une immersion complète, sonore, une bande son, une voix off extraordinaire. Voilà. C'est un récit en 20 minutes qui vous fait complètement revivre ce moment-là pour qu'on s'en rende vraiment compte de ce que ça a été. On connaît tous le film Le Soldat Ryan. Oui, donc là, c'est pas aussi gore que le Soldat Ryan. Hein. C'est quand même pour un public familial. Maintenant, je pense qu'on sort de ce film de 20 minutes, on ressort pas indemne, et on se rend compte en fait du courage extraordinaire de ces GI. On va faire réagir les vrais voix. Est-ce que techniquement, ça a été plus difficile à faire que vos précédents spectacles? Ça a été beaucoup plus long à faire dans les recherches historiques. On a énormément travaillé sur les images d'archives. On a contacté quasiment une 50aine de studios différents. On a retravaillé avec l'intelligence artificielle les images pour les rendre d'une netteté absolument époustouflante. On s'y croirait. Voilà. Françoise Degois. Ouais, c'est magnifique parce que je parlais de Ryan tout à l'heure parce que vraiment à la scène d'ouverture évidemment c'est là qu'on se rend compte véritablement on parlait avec Philippe, on se chamaillait un peu mais là par exemple moi ce courage je l'aurais pas eu d'être la première vague sur les barges, vous vous rendez compte le premier qui met un pied dans l'eau c'est ça, est-ce que ça au-delà du fait que c'est gore, est-ce que les spectateurs réalisent dans leur chair véritablement ce qu'il a fallu à pas simplement les GIs d'ailleurs les Canadiens les Britanniques avec la marche de l'ours et la marche de l'ours à la cornemuse, il y avait un seul joueur de cornemuse, il a échappé aux balles quand même. Mais c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est dingue quoi. François Nicolas. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Alors oui, parce que effectivement, c'est pas du tout comme le Soldat Ryan, mais effectivement le récit, la bande son, la musique, etc. Toutes les images d'archives, donc ce sont des vraies images.
Et quand on est face aux vraies images, qui ne sont pas des images de films tournées dans un studio, ça change tout. Vous avez les vrais visages. Vous avez la magnifique, il y en a eu que 11 photos de Capa, bien sûr. Est-ce que vous avez la photo magnifique du GI? Vous l'avez? Super. Alors, François Nicolas, vous êtes quelqu'un de généreux. Et on va faire gagner 4 places pour aller voir l'exposition Jour J à la Cité de l'Histoire. 2 fois 2 places. 2 fois 2 places, c'est ça? Absolument, 2 fois 2 places. Alors, avec 2 chiffres. 2 chiffres. Allez, Philippe Bilger. Entre 0 et 10. 0 et 10, 3. 3e appel au standard. Et 6. 6e appel au standard. Et on pourrait faire même 6 places si on proposait à notre ami Luc Gras. Vous seriez partant 3 fois 2 places, François Nicolas? Oui, bien sûr. Allez, Luc Gras, un chiffre. 5. Alors, le 3e, le 5e, le 6e appel gagne 2 places pour aller voir l'exposition Jour J, le débarquement à 360 degrés, plus la Jeep, plein d'activités pour les enfants. C'est hautement culturel. Merci à vous. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, notre auditrice est avec nous, Clara d'Agen, puisqu'on n'arrête pas d'offrir des cadeaux aujourd'hui. Bonjour, Clara, comment ça va? Bonjour Cécile. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous nous appelez d'Agen et vous avez gagné, écoutez bien, vous avez gagné 2 places pour les épreuves de basket pour le match du 2 août à 21h au stade Pierre-Mauroy à Lille. Et si ça, c'est pas la joie. C'est magnifique. Et c'est offert par... J'ai le cœur qui bat si fort. Merci beaucoup, franchement. Merci Cécile, Philippe et bien sûr... etc. Parce que c'est comme ça qu'on les appelle. C'est nous, on est les etc. Nous, on est les etc. Il y a etc. Et sachez que c'est offert par Sud Radio, bien entendu, mais le collectif aussi Handicap Visuel qui se bouge vraiment pour à l'occasion de ces JO olympiques et paralympiques. Merci beaucoup, Clara, d'avoir joué avec nous. On vous embrasse. Merci et merci Sud Radio, la meilleure radio. Merci. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant les amis. Merci de votre... Coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur laper.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménilus. Et tant que nous serons là avec Philippe David, il ne peut rien vous arriver. Et vous pouvez, vous allez rire, vous allez apprendre des choses, vous allez prendre du plaisir d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. C'est tous les jours, cette porte est ouverte, tous les jours de 17h à 19h. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre compte Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur notre chaîne YouTube, sur laquelle je vous invite. Sur la Lune, sur Mars, sur les plages du débarquement. Bien sûr, on est partout. On est partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que cette fois-ci, je peux y aller sur le tour de table de l'actu des allez-y, surtout que vous ne dites jamais de bêtises, contrairement aux accusations que vous avez tenues à mon endroit. Oui. Allez, on y va. Oh, vite, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Belles et terrifiantes tragédies, Philippe Bilger. Vous avez dû en vivre de telles quand vous étiez avocat général aux Assises de Paris. Oui, mais alors là, elles n'ont rien à voir. L'actualité a réuni des histoires tragiques et en effet très belles, malgré le paradoxe apparent. On a d'abord l'épouse de Ben, très si connue, qui meurt le 4 juin. Quelques heures plus tard, Ben, qui a 90 ans, se suicide parce qu'il ne peut pas vivre sans sa femme. Tout le monde le prévoyait, il l'a fait. Et le lendemain, ça concerne le milieu artistique et médiatique. Aude de Thoin, qui était une personnalité exceptionnelle que j'ai croisée, tue son mari et elle-même se suicide, tente de se suicider. Apparemment, elle est entre la vie et la mort et on espère évidemment qu'elle sera sauvée. Ils avaient indiqué l'un et l'autre qu'ils ne voulaient surtout pas être secourus et ce que je veux dire par belle, c'est que la similitude absolue entre ces deux histoires, c'est l'amour éperdu que le couple se portait. Et donc, c'est à la fois magnifique, ça n'est pas de l'irresponsabilité, mais tragique.
c'est magnifique et c'est terrible. Françoise Degois, de véritables tragédies grecques. Tragédie grecque, absolument. Et puis, quelque chose qui nous touche profondément. Ça me fait penser à Modigliani. Vous savez, quand Jeanne, qui est enceinte, quand Modigliani meurt, parce qu'il meurt de la tuberculose, voilà, elle se jette par la fenêtre dans leur maison, dans leur appartement, depuis leur appartement du ciel. Donc, voilà, ces histoires d'amour sont tout à fait respectables, mais elles font mal. Moi, quand j'ai vu, c'était vrai que c'est incroyable comment est-ce qu'on pouvait imaginer comme une évidence que Ben se donnerait la mort. C'était évident pour tout le monde, en réalité. Et donc, que cette évidence est arrivée, ça m'a un peu bouleversé, mais c'est grand, beau, grand et triste. Luc Gras, pour réagir à cette tragédie, à ces tragédies. Oui, et il y a eu d'autres tragédies avant, comme par exemple les Quillot. Roger Quillot, le maire de Clermont-Ferrand, avec sa femme. Donc il y a beaucoup de personnalités comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le rapport à l'éternité, c'est-à-dire que la vie ne vaut plus le coup d'être vécu sans l'être aimé. Et quelque part, cet amour est plus fort que la mort, puisque il emporte jusqu'à l'unité du couple. Et donc, il y a quelque chose d'infiniment respectable. Eh ben, Luc Gras, justement, sur ce mal-être, le mal-être de notre société, comment en sortir? Sans transition, parce que c'est, Dieu merci, quand même relativement moins tragique. Le mal-être dans notre société, on voit partout qu'il y a une vraie déprime. Alors, certains sont déprimés depuis le référendum de 1995, qui n'a pas respecté la démocratie. 2005, pardon, oui. 2005, qui n'a pas respecté le processus démocratique, des hommes politiques qui sont parfois insipides, enfin qui ne retrouvent plus leur place. On a beaucoup de situations, ces élections européennes où finalement on parle très peu de l'Europe. On parle de Macron, on parle de l'Ukraine, mais on parle insuffisamment de l'Europe. Quelle Europe on veut, la démocratie, etc. Puis, à l'international, des tragédies beaucoup plus importantes, comme après le massacre du 7 octobre, cette réplique insensée sur les peuples à Gaza, cette guerre en Ukraine, ces tensions sur Taïwan, etc. font que on est vraiment dans un monde où le mal-être existe. Alors comment, je me suis dit, mais ces quelques minutes qui me sont proposées, qu'est-ce que je peux en faire d'utile? Eh bien, c'est dire aux gens, gardez le moral, exercez votre discernement, développez les solidarités et surtout cultivez votre propre jardin personnel pour avoir un avis le plus éclairé possible sur la situation. C'est comme ça qu'on construira la société, loin des manipulations, loin des simplifications à outrance qui, on le voit bien, veulent nous faire passer d'un monde où on réfléchissait, le monde de Socrate, etc., et à un monde où aujourd'hui... on a un peu l'impression parfois qu'on est des éléments indéchiffrés, alors qu'il faudrait avoir des personnalités. Il n'est qu'une seule querelle qui vaille, celle de l'homme, disait Baudin, et vraiment c'est important dans notre réflexion, et pour aller voter le 9 juin, de réfléchir à tout cela. Philippe Bilger. C'est très juste ce que vous dites, Luc, mais... Parfois, cet humanisme, je sens tellement qu'il dépend de chaque tempérament. Et vous, depuis toujours, je remarque que vous avez une sorte d'optimisme chevillé au corps, au cœur, à l'esprit. Et je n'aurais pas du tout la même vision de la vie, mais vous avez sans doute raison. Françoise Degois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Bon, évidemment, nous sommes tous des voltairiens autour de cette table. Quand Candide dit il faut cultiver son propre jardin, c'est vrai. Parfois, c'est difficile de cultiver son jardin parce que on considère, il y a beaucoup de gens, en réalité, quand vous creusez derrière les colères, derrière les injustices, derrière des gens qui ont des comportements un peu tordus, en réalité, vous voyez toujours quelque chose qui est de l'ordre de la détestation de soi et du sentiment que sa dignité est piétinée. Moi, je trouve quand même que ce qui relie tous les gens à cette colère, grande ou petite, c'est quand même le sentiment que ma dignité n'est pas respectée. Et quel que soit d'ailleurs le niveau social, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on peut pas avoir ce sentiment-là. Et donc je pense que la vie politique, et je crois moi profondément à la politique, c'est tout la politique. Je pense que les grands leaders politiques du 21e siècle à venir, c'est-à-dire les 10, 20, 30 ans, seront ceux qui arriveront à rendre la dignité à chaque personne. Ça, c'est mon sujet. François Degois qui parle des gens qui ont un comportement un peu tordu, c'est vraiment autobiographique, vous trouvez pas, Cécile? Jamais. Alors s'il y a bien quelque chose que j'ai pas, c'est ça. Ah bon? Philippe David, vous n'êtes qu'un torve. Tout, faux.
Fourbe, bien sûr. Et puis dans un instant, bien entendu, on reviendra sur le tour de table de l'actu de notre amie Françoise. Françoise, de quoi parle-t-on? De la fin assez pestilentielle de la campagne des européennes. Dis donc, c'est la folie, c'est la joie aujourd'hui. Allez, on fait une petite pause encore une fois et on revient dans un instant. Les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver comme tous les jours. 0826 300 300. Philippe David, bien entendu, est avec vous, avec Philippe Bilger, Françoise Degois, avec Luc Gras. Et vous et Françoise, on rebondit sur le tour de table de l'actu des Vraies Voix il y a quelques instants sur votre sujet. Les européennes, terrifiantes quand même parfois. Oui, je pense que la fin de campagne, et c'est dommage parce que finalement nous tombons peu ou prou dans ce dans quoi les gens qui font ça veulent nous entraîner, c'est-à-dire une forme de traumatisme et de révolte, alors que les derniers jours de campagne devraient être consacrés à l'élan, à la joie, surtout quand on a la campagne de Raphaël Glucksmann qui a fait une des meilleures campagnes cette fois-ci. D'ailleurs, celle de Bellamy est bonne aussi. Voilà, je parle des affiches de Glucksmann qui sont taguées avec des croix gammées. Évidemment, si on est implacable, Raphaël Glucksmann est quelqu'un qui s'est prononcé pour l'État de Palestine tout de suite, qui s'est prononcé pour les sanctions contre Israël. Donc on a bien compris que s'il ne s'appelait pas Glucksmann, évidemment, ces affiches ne seraient pas taguées. Ce sont des actes antisémites purs. On a Emma Rafovitch, la présidente des jeunes socialistes. Il y a des gens qui ont imité sa voix, inventé une conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec son oncle pour parler des Palestiniens, alors que Emma Rafovitch est sur la même ligne que Raphaël Glucksmann, très dur à l'égard du gouvernement Netanyahou. Mais on a aussi une organisation militante un peu hard en soutien aux Juifs qui est allée, ils ont fait l'erreur d'aller agresser Rima Hassan, agresser en tout cas la prendre à partie à la terrasse de café. Tout ça est pestilentiel. Et si je prends ce tableau, nous aurons l'LFI aura à répondre, pas simplement là, mais dans les années qui viennent, de ce qu'ils ont volontairement créé. La stratégie de Gaza, la stratégie ne leur a pas échappé. Ils l'ont tirée jusqu'au bout. Ils vont tellement la tirer que samedi 8, évidemment, on reste dans l'ambiguïté. Ils font une grande manifestation à Bastille, officiellement pour soutenir les Palestiniens. Moi, je n'ai rien, et au contraire, faisons des manifestations pour soutenir les Palestiniens. La façon dont ils se sont servis de la Palestine, c'est tout simplement honteux. Ils ont généré des trucs absolument terribles dans la société, et je suis contente que cette campagne s'arrête, et vraiment, elle a été dure, notamment pour Raphaël Glucksmann. Philippe, j'avoue que Raphaël Glucksmann, s'il a échoué à convaincre sur le plan politique, en revanche, je l'ai apprécié précisément à cause, et là je ne m'en moque pas, des leçons de morale qu'il donne quand je l'entends dénoncer ce dont il est victime, en parlant d'éthique démocratique totalement absente. J'aime que quelqu'un dans ce cloaque rappelle quelques règles, même si ça sert pas à grand chose. Juste un mot pour dire que toute la classe politique l'a défendu. Valérie Ayé l'a défendu. Je crois que François-Xavier Bellamy aussi. Même Manon Aubry l'a défendu. Je ne fais pas de procès d'intention à Manon Aubry, mais je veux dire par là que il y a quand même on ne peut que condamner. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Vous êtes en campagne. Oui. Donc il y a eu un haut. Il y a eu un haut le cœur quand même général. Donc c'est ça qui me rassure aussi quand même. Luc Gras. Moi, je veux dire que c'est pas non plus étonnant que Glucksmann soit attaqué, parce que comme l'a signalé Philippe, il a quand même fait dans l'ensemble une bonne campagne, il était plutôt percutant, et donc on s'attaque toujours à celui qui vous gêne, ça c'est une évidence. Non, ce qui est un peu à regretter dans cette campagne, comme le disait un petit peu Françoise, c'est que c'est quand même, ce sont les élections européennes. Et si vous retirez les sujets de Gaza, les sujets de l'Ukraine et les sujets de Macron, qu'est-ce qui reste au cœur de cette campagne européenne? On a parlé de Gaza, on a parlé de Macron, on a parlé de l'Ukraine, mais le fonctionnement d'accord, on n'a pas parlé des fonctionnements des institutions. C'est quoi les élections européennes? Les élections européennes, c'est faire le bilan du travail législatif du Parlement européen, c'est faire le bilan du mandat de Madame von der Leyen, c'est faire le bilan des initiatives prises pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le fonctionnement de l'Europe? Parce que tout le monde dit que l'Europe fonctionne pas bien. Tout le monde dit que l'Europe fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'elle soit plus démocratique? Luc, c'est parce que vous avez été un peu fainéant, ce qui m'étonne de vous. L'ensemble
l'ensemble des débats ont été de très haut niveau. Ils ont porté que sur l'Europe. Il y a eu 6 débats avec tous les candidats. Vous permettez, ils ont été exceptionnels, ces débats. On n'a pratiquement pas parlé de politique commerciale, protectionnisme. C'est faux, on a parlé que de ça. On a parlé plus de Gaza que de ça. Excusez-moi, c'est pendant les débats. Les débats, c'était des généralités. C'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Alors, les amis, on n'entend rien. Alors, puisque Françoise n'est pas feignante, est-ce qu'elle peut nous citer une seule idée qui aurait été évoquée en matière de fonctionnement démocratique pour l'Europe? Par exemple, la règle du droit de veto, la règle de la fin de l'unanimité, la taxation sur les ISF, l'harmonisation fiscale, les voitures thermiques. Vous n'avez pas regardé les débats. Non, je parle au niveau fonctionnement de la démocratie. C'est la fin de l'obligation de la règle de l'unanimité. Vous écoutez pas. Franchement, écoutez, on n'en a pas entendu parler autant que de Macron. Mais ça n'est pas vrai. Bardella a parlé de Macron. Mais ça n'est pas vrai. Glucksmann, quel que soit leur talent à chacun, il a parlé. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'était insuffisant, complet. C'est pas vrai. Les débats ont été d'abord très suivis en termes de téléspectateurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas vrai. Le débat de France 2, Françoise, une grande démocrate comme vous êtes satisfaite du débat sur le fonctionnement démocratique? C'est la première fois que les débats sont de ce niveau, qu'ils sont autant suivis par les téléspectateurs, et on est déjà aujourd'hui à 51% de gens qui veulent aller voter. C'est déjà un point de plus que de 2019. Donc, c'est trop facile de dire, c'est des mots valises, on n'a pas parlé d'Europe. On n'a jamais autant parlé d'Europe que dans cette campagne. Je suis désolé de vous le dire. Il y a un sujet que vous avez oublié aussi, c'est regarder le temps perdu dans les temps de parole pour se justifier que Gabriel Attal rentre, que les actes antisémites, les trucs. Vous vous rendez compte le temps de parole perdu, des vacheries, des boules puantes, des dossiers. Les sujets importants n'ont pas été abordés. La question de la défense. Mais si, je les ai tous regardés. Mais c'était des généralités. La question de la défense. Est-ce que le sujet de la défense doit être traité au niveau national, au niveau européen? Très peu, de manière subliminale. Le budget qu'on doit mettre sur l'armement européen, l'indépendance de l'armement par rapport aux États-Unis. Rien. Je suis peut-être feignant, mais je suis plus ambitieux pour l'Europe que ces petits débats. Vous n'avez pas regardé les débats, ils ont été de très haut niveau, le budget a été évoqué. Françoise, vous êtes en boucle. De toute façon, ça sert à rien. Philippe Bilger. Non mais envoyez la pub, Philippe Bilger. Allez-y. On envoie la pub. Allez-y, vous faites comme ça. Allez-y. Faites comme vous voulez. Les vraies voix, on revient dans un instant. Les vraies voix, on revient dans un instant pour la suite de ces débats passionnants. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, nous venons enfin de retrouver le calme autour de cette table. Il y a à peu près 15 secondes. Après avoir distribué quelques camomilles aux uns et aux autres. Ça va. Philippe Bilger, toujours parfait, égal à lui-même, bien sûr. Voilà, c'est ça. Françoise Degois. La discipline, la force tranquille. Égale à elle-même, Françoise Degois. Et au fond, à côté du radiateur, Françoise Degois et Luc Gras, bien entendu, ça se chamaille. Oui, mais toi t'as dit ça, moi j'ai dit ça. Ben voilà. C'est le principe du débat, c'était intéressant. Enfin, en tout cas, pour ce qu'on a entendu. Avec Philippe David, on est ensemble bien sûr et vous jusqu'à 19h. Allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 6 juin 1944, le débarquement des Alliés en Normandie. Dispositif international, les Alliés réunis autour d'Emmanuel Macron, en commençant par Joe Biden. Ville de rues mêlées aux éboulis, de bâtiments à terre. Saint-Lô, année 0. Saint-Lô, capitale des ruines. 8 décennies plus tard. Ralentir la progression des renforts allemands vers les plages du débarquement, quitte à tuer des civils. Symbole de la vitalité de notre esprit de défense. La fleur au fusil par le président de la République est en train de se retourner contre nous. La nation doit reconnaître avec clarté et force les victimes civiles des bombardements alliés en Normandie. Joe Biden, Charles III, mais aussi l'Allemand Olaf Scholz, et tous étaient réunis aujourd'hui pour les 80 ans du débarquement, commémoration, alors que le péril monte, a dit le président Macron hier. Référence aux guerres en Ukraine et au Proche-Orient, allusion aussi peut-être à la montée de l'extrême droite en France. Alors parlons vrai, Macron a-t-il fait un amalgame entre les élections européennes, Hitler et Mussolini il y a 80 ans? Pour vous, s'il y a un péril, vient-il exclusivement de Russie? Et à cette question, Macron a-t-il raison de parler de montée des périls? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Tiens, vous pensez, vous êtes prof d'histoire, que ça n'a plus rien à voir avec il y a 80 ans? Venez nous le dire.
Alors sur cette phrase, Philippe Bilger, alors que les périls montent, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors moi, cette phrase en elle-même, non seulement ne me choque pas, mais je la trouve pertinente en elle-même. D'accord. Le conservateur que je suis a forcément une vision mélancolique de la société, de l'Europe et du monde. Je ne les sens pas inspirés par une volonté d'amélioration, et je pense que les périls, si on les entend par tout ce qui nous menace dans notre vie quotidienne, tout ce qui affecte notre société, tout ce qui crée des défis internationaux, bien sûr, j'y inclus l'Ukraine, j'y inclus Gaza, Israël, c'est une évidence. Mais si le président veut dire de manière subliminale que le péril, c'est uniquement l'extrême droite, je trouve que c'est grotesque. Françoise Legois. Oui, je pense que je défends tout à fait ce que dit Emmanuel Macron. Je suis encore une fois sidéré par le résultat de notre site internet et de nos auditeurs. Comment est-ce que... Je pense que c'est parce que quelle est la position de l'émetteur, demandait Guy Debord à une époque, qui parle, d'où parle-t-il? C'est parce que c'est Emmanuel Macron qui le dit. Il est impossible que nos auditeurs à 83%, 89% pensent que nous ne sommes pas menacés par des périls. Nous sommes dans un monde d'une dangerosité extraordinaire, avec un engrenage, avec surtout, je ne sais pas s'il parle de l'extrême droite, bien sûr, on va lui laisser faire ça à 20h. Moi, je pense que c'est un péril, notamment quand les nuages noirs s'abattent sur l'ensemble de l'Europe. Mais les vrais périls, c'est quand même le réveil des empires. Et si on ne peut pas ne pas voir que nous sommes face à un véritable péril du réveil des empires. L'empire de la Turquie, la sublime porte d'Ordée, l'empire ottoman, évidemment la Russie et évidemment la Chine. Donc je ne dis pas que l'Occident a raison. Moi je ne dis pas que l'Occident, pas du tout. Mais je comprends que l'ordre du monde doit changer, mais j'ai le droit de demander qu'il ne change pas sous la houlette de l'Iran, de la Chine et de la Russie qui sont réunis dans les BRICS. Vous comprenez? On assiste à un ébranlement du monde. Et oui, il y a des périls. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons les mêmes façons pour les résoudre, Emmanuel Macron et nous. Luc Gras. Alors moi, cette fois-ci, je suis d'accord avec Françoise. Ah bah voilà, c'est ça. Je crois que... Parce que vous avez peur. Non, mais pas du tout, il a peur de rien, c'est pas son genre. Non, mais en fait, le problème, c'est que Macron, aujourd'hui, il y a un rejet Macron. Dans l'opinion publique. Et donc, dès que Macron dit quelque chose, les gens sont contre. Là, il y a 90% des gens qui voient pas de péril. Ils sont aveugles, et même parfois incohérents, parce que ces 90%, je suis certain qu'ils voient bien qu'il y a des périls dans le pays, comme le disait tout le temps Philippe Bilger. Il y a des périls, du communautarisme, des choses comme ça. Donc oui, il y a des périls qui montent aussi bien sur le plan national qu'au plan international. À partir de là, je suis toujours réservé parce que chez Emmanuel Macron, il manie quand même l'ambiguïté. Et ce serait très dommage, à quelques jours des européennes, de faire monter un discours angoissant, en espérant ainsi que les gens vont aller voter pour sa candidate. Ça, faut pas mélanger les gens. Oui, il y a des périls, mais c'est pas pour autant qu'on doit aller voter pour le pouvoir en place. Quand on se souvient de ce qu'avait dit Emmanuel Macron en disant que l'Europe était mortelle, aujourd'hui, est-ce que ça peut résonner dans ces élections européennes? Sûrement, mais si vous le permettez, Cécile, d'abord, Luc a dit quelque chose. Je vais répondre de très important tout à l'heure en disant, d'ailleurs, c'est une phrase de Jean-François Copé que j'ai beaucoup appréciée lorsqu'il dit « Contrairement à ce qu'on croit, les dictatures sont la normalité. La démocratie, c'est une chance, un miracle qu'il faut défendre. » Deuxième élément, je suis depuis quelques jours un peu complètement stupéfait par la coexistence d'un héroïsme absolu auquel on rend tous hommage, et une page politicienne qui va s'ouvrir, qui risque de dévoyer ce qu'il y a eu d'admirable depuis 2 jours. Moi, je trouve que il manque quelque chose à ce président, paradoxalement, c'est le sens de la mesure et de la tenue. Ça me perturbe un petit peu. Françoise Legois. Je suis d'accord. D'abord, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, Philippe.
globalement, la démocratie a gagné du terrain depuis un siècle sur l'ensemble de la planète. Bien sûr, il y a des régimes illibéraux et on les voit parce qu'ils sont très puissants. C'est-à-dire, on pense à la Chine et à la Russie, mais il y a de moins en moins, les dictatures ont reculé. Quand vous regardez l'ordre du monde, si vous voulez, il reste bien sûr la Corée du Nord, véritable dictature, des dictatures africaines, mais ça a reculé. L'idée même de démocratie quand même fait son chemin. Donc je n'ai pas du tout cette vision pessimiste que vous pouvez avoir, même si je suis d'accord avec Luc sur l'idée que la démocratie, ça se défend. Mais la démocratie, elle progresse. Deuxième point, je suis d'accord avec vous sur... c'est une honte ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Je le dis vraiment, c'est une honte. Aucun pays en Europe n'accepterait cela. Je rappelle que les Italiens, on peut les critiquer, ils ont eu la pression de Giorgia Meloni, ils ont interdit des débats parce qu'ils étaient injustes sur le plan démocratique. Ce que s'apprête à faire Emmanuel Macron, et Luc a raison et vous aussi, c'est assez simple ce soir. C'est de nous décrire un scénario apocalyptique pour essayer de faire se lever à nouveau le barrage républicain. Il croit qu'il va leurrer qui? Mais il n'est pas le seul. Votre cher Gabriel Attal, que vous adorez, a commencé ce matin au 4V en expliquant que l'Europe peut mourir de la France. Tiens, cherchez l'erreur. Il continue, il arrive sur les plages du débarquement, il dit nous sommes à l'aube d'une 3e guerre mondiale qui sera l'ingérence, etc. C'est pas possible. On peut pas se foutre de... Quel est le niveau de foutage de binette, si vous voulez, de cet exécutif? Quel est ce niveau? Et je pense surtout que les Français voient tout et que ce sera 0 plus 0, la tête à Toto sur l'effet du vote. Mais si vous voulez, Françoise, c'est un ressort politique, c'est-à-dire qu'en fait, Macron a toujours gagné sur le ressort de la peur. Il a toujours gagné contre le système en 2017 et la famille Le Pen, en 2022 avec Le Pen. Donc en fait, il n'y a pas de contenu. En même temps, c'est vide, c'est creux. Et du coup, il essaye de faire peur encore pour que tous les gens qui sont contre le danger votent pour lui. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Il n'en demeure pas moins que la montée des périls, n'en déplaise aux 90% excellents auditeurs, elle est là, et il monte. Et oui, il y a un réveil des tyrans dans ce monde. Je suis assez étonné parce qu'en fait, les deux questions qui ont été posées, sacrifier sa vie pour défendre la France, non, il n'y a pas besoin puisqu'il n'y a pas de danger, donc il n'y a pas de montée des périls. Donc au moins, il y a une cohérence chez nos auditeurs, mais la réalité, c'est que oui, il y a des petits tyrannos un peu du 19e siècle qui essayent de pousser leur puissance à l'ère du numérique, à l'ère des transfrontières. C'est quand même invraisemblable d'avoir des gars qui veulent agrandir leur territoire. C'est d'ailleurs un autre paradoxe. En effet, Françoise, j'exagérais un petit peu parce que je voulais citer cette phrase de Jean-François Copé. Les démocraties, que j'aime beaucoup, les démocraties progressent et en même temps, on a, même pas au sens grec, on a véritablement des hommes politiques ou des femmes politiques qui ne sont plus dans le registre traditionnel, qui sont presque des tyrans, des totalitaires, en eux-mêmes des autocrates. Et ça coexiste avec le progrès de la démocratie. C'est ce que Gramsci disait. Il disait le vieux monde va mourir, le nouveau monde peine à naître. Entre les deux surgissent des monstres. Nous sommes dans le temps des monstres. On peut pas. Comment on le qualifie Trump? On dit que c'est un dictateur ou c'est quoi? Non, c'est un monstre. Et je pense que les démocraties, en fait, elles meurent de la médiocrité des démocrates. Et malheureusement, nous avons un président totalement médiocre. En un mot, sur ce qu'on attend d'Emmanuel Macron ce soir, à votre avis, ça fera quoi si on devait donner un mot en prévision de ce qu'il va dire? Eh bien, plus il restera dans sa fonction de président et par rapport à ce 6 juin 44, mieux ce sera pour lui et pour la France. Françoise? Voilà, ne pas se tromper de cible. Et donc, je n'en attends rien parce que naturellement, on tombe toujours du côté où on penche, comme disait Mitterrand. Il va pencher sur la politique arderie, 0 plus 0, la tête à Toto. Je rejoins qu'il soit enfin totalement et pleinement président. Eh ben, il écoute Sud Radio, donc j'espère qu'il écoutera vos bons conseils. Merci mille fois en tout cas d'avoir été là. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois. Merci à vous. Les sujets étaient bons. Merci à tous nos auditeurs qui ont été excellents aujourd'hui et nos intervenants. Et dans un instant, on va vous parler automobile avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. On va revenir sur le permis, par exemple. Oui, le permis, avec la tragédie hier avec une personne âgée qui a renversé un groupe de jeunes à vélo. Une enfant est en état de mort cérébrale aujourd'hui. On va te poser la question, faut-il garder le permis de conduire à vie notamment? Et nos amis des